nombreux en train de nous suivre à travers le pays et le monde. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre magazine. Question d'actualité. Nous allons faire un focus aujourd'hui sur le 15e sommet du BRICS, organisé dernièrement en Afrique du Sud, à Johannesburg, plus précisément. Vous savez, les BRICS, c'est ces groupes de 5 pays dits émergents. Nous allons en parler. Je ne sais pas pourquoi on les appelle émergents, parce qu'on voit le développement qui est en Chine. On ne peut pas parler de la Chine, d'un pays émergent, plutôt un pays développé. Voilà, c'est BRICS qui est constitué du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. Et aujourd'hui, il y a un engouement de plusieurs pays africains et même des pays asiatiques comme les Émirats arabes unis d'adhérer à ces groupes de pays émergents pour justement contrebalancer pour les équilibres ou l'équilibre avec les G7, les groupes des 7 pays les plus industrialisés et du monde. Pour en parler, j'ai invité pour vous un Congolais de la diaspora, si je peux l'appeler ainsi, parce qu'il a passé plusieurs années, l'éclair de son temps, aux États-Unis d'Amérique. Il s'agit du professeur Jean-Robert Koumabweni. Il est donc docteur en Business Administration, n'est-ce pas? Il a une licence qu'il a obtenue ici à l'IEC Kinshasa en gestion commerciale et financière. Il est détenteur également des masters en arts et sciences qu'il a obtenu à Texas, aux États-Unis d'Amérique. Il est également détenteur de notre master en Business Administration. Je pense que la liste n'est pas exhaustive. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter, professeur, et bienvenue? Oui, merci beaucoup. Je suis aussi expert en mondialisation, intelligence économique stratégique et le patriotisme économique. Ça, ce sont des formations qui sont liées tantôt à mon cursus académique et aussi à des formations autodidactes. Mais nous avons appris que vous avez été aussi dans l'UDPS aux États-Unis. Oui, j'étais président sectionnaire de Texas de 2005 à 2011, et puis de 2011 jusqu'aux élections, j'étais le représentant adjoint de l'UDPS aux États-Unis. Comment vous avez retrouvé la chaleur de Kinshasa? Vous avez retrouvé l'ambiance? Vous êtes chez vous au pays. Comment comptez-vous contribuer à l'essor économique de ce pays? Oui, d'accord. Dans un premier temps, c'était un peu difficile parce que quand nous sommes partis, les choses n'étaient pas ce qu'on a retrouvé. Il y a eu beaucoup de changements, positifs et négatifs, c'est vrai. Ce qui fait que l'intégration devrait un peu prendre du temps pour qu'on essaie de pénétrer les réalités de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Mais on est là, on est rentré pour contribuer à la reconstruction de ce pays et c'est pour cela que nous voulons ajouter notre petite touche en cela. Professeur Jean-Robert, puisque nous parlons des BRICS, le 15e sommet des BRICS qui a eu lieu en Afrique du Sud avec un grand absent, le président russe Vladimir Poutine, qui a délégué son ministre des Affaires étrangères. C'est quoi d'abord les BRICS? Bon, avant d'abord en arriver là, je voudrais aussi préciser que je suis professeur à l'IEC, je donne cours de la responsabilité sociale des entreprises. Et là encore, un autre cours sur la gouvernance et la responsabilité sociale des entreprises. Si vous voulez comprendre le BRICS, il faut que l'on parle de la mondialisation parce que le BRICS n'est rien autre qu'une branche de la mondialisation. En d'autres termes, le BRICS est né de la mondialisation. Alors commençons par le commencement. C'est quoi la mondialisation? En des termes très simples. Oui. Simplement, la mondialisation, pour l'expliquer à un commun de mortel, c'est la circulation libre des capitaux ou des investissements étrangers. C'est l'ouverture de barrières géographiques, physiques aux capitaux étrangers et aux investissements étrangers. C'est-à-dire quoi? Quand on voulait construire l'Europe après la Première et la Deuxième Guerre mondiale, les puissances occidentales ont été butées à un problème d'épuisement des ressources renouvelables. Les puissances occidentales étaient confrontées à un problème d'épuisement des ressources renouvelables. Alors maintenant, il fallait réfléchir. Comment faire de manière à ce que nous puissions toujours avoir des ressources nécessaires pour reconstruire tel coin de l'Europe qui a été détruit par la guerre. L'autre coin, on a commencé maintenant à développer des mécanismes à mettre en place. Ils ont commencé par la création des institutions de Bretton Woods.
Là, vous faites allusion au FMI et à la Banque mondiale. Bien entendu. Alors, avec des missions spécifiques, on a confié à la Banque mondiale la mission de toutes les questions techniques d'orientation économique et politique. Et à l'FMI, c'est la même mission, mais avec une particularité aux médias. Le FMI est toujours dirigé par les Français. Absolument, c'est ça la particularité qu'on donne à l'FMI. Pourquoi? Parce que pour être un directeur de FMI, tu dois être un Français ou de l'obédience française. On ne donne pas ça à n'importe qui. Parce que là, il y a des missions spécifiques accordées à cette institution. Donc, il y a certaines choses que je ne peux pas vous dire ici parce que c'est un problème purement stratégique entre État et État. Ça peut avoir des susceptibilités avec notre pays, mais au moins ce que les communs des mortels peuvent reconnaître, c'est qu'on ne confie pas les postes de l'FMI à n'importe qui. Il faut être de l'obédience française. Mais pourquoi le média? Le média, c'est un aspect très capital et important dans la mondialisation. En Occident, on parle de veille de l'information. Mais tandis que du côté de l'Amérique, on parle de l'intelligence économique stratégique. Tout ça, ça fait partie de la mondialisation. C'est-à-dire quoi? Vous développez un mécanisme où vous devez maîtriser la culture, la géographie d'un espace pour pouvoir aller investir. J'ai dit tout à l'heure ici que la mondialisation, c'est la circulation des capitaux étrangers ou des investissements étrangers dans un sol qui n'est pas l'air. Alors maintenant, il faut avoir a priori les informations. En d'autres termes, connaître la culture de là où vous allez. Bien maîtriser cette culture, et cela, c'est dans les informations qu'on va vous donner. Et il y a un système qu'on a mis en place pour récolter ces informations. En son temps, pour ceux qui étaient nés vers les années 60, bien avant, il y avait ce qu'on appelait le corps de la paix. Ils étaient partout au monde pour simplement apprendre la culture de n'importe quel pays, savoir comment ces gens-là se comportent. Avec quel objectif? Mais c'est d'avoir les informations. Parce que tout se joue dans l'information. On dit celui qui a l'information, c'est celui qui dirige. Voilà. Alors, mais maintenant, quand ils ont les informations, ça passe dans les laboratoires. Il faut analyser ces informations-là. Vous les analysez pour savoir dans tel coin comment les gens se comportent. Si nous voulons mener tel genre d'activité, est-ce que nous aurons des résistances ou nous aurons des personnes qui vont s'allier à nous? Mais avant d'y aller, c'est pourquoi il faut bien traiter l'information. Professeur Jean-Robert, je vous interromps un petit moment. Ouais. Je voudrais savoir qu'est-ce qui a présidé à la naissance du BRICS, parce que le BRICS est né en 2001. On va y aller. Rapidement, parce qu'on n'a pas assez de temps. Exactement, c'est là où je voudrais arriver. Alors maintenant, si le traitement de cette information n'est pas valide, il y a un risque qui émerge. Vous comprenez? Il y a un risque qui émerge. Mais alors, comment cette validité-là a des conséquences sur les actions qu'on veut poser? C'est quand il naît la malinformation, la désinformation et la mésinformation. C'est la partie qui est confiée aux médias. Vous comprenez? Parce que je disais qu'il y a la Banque mondiale et il y a aussi le FMI. Alors la partie qui s'occupe des médias joue sur ces aspects. De l'information. Exactement. Alors maintenant, en livrant des informations sur la géographie, sur les espaces même dont la gestion économique, même la gestion sociale, financière des pays. Tout a été calculé. Sur le plan économique, par exemple, parce que vous parlez de BRICS, je vais y arriver là-dessus. Tout a été calculé. Sur le plan économique, ils ont mis d'autres institutions pour contrôler, comme par exemple, les gouvernements devraient être contrôlés pour voir leur viabilité, comment les gouvernements fonctionnent. Ils ont mis des agences de notation qu'on appelle par exemple Moody's. Il y a des agences comme Moody's, il y a Standard & Poor's, il y a Ratfin, il y a Ratfin. Oui, il y a beaucoup d'agences. Il y a beaucoup d'agences. C'est simplement pour voir est-ce que votre pays suit les normes ou les règles établies par la Banque mondiale. Ce sont des policiers, en d'autres termes. Ce sont des policiers, s'il faut le dire. Mais sur le plan des entreprises, on a mis des cabinets d'audit, comme les KPMG, comme les Water Price Close et les Ernst Young, Deloitte. Ce sont des agences qui contrôlent la viabilité ou la solvabilité des entreprises avant que la Banque mondiale ne vous accorde un quelconque crédit.
Vous voyez? Alors maintenant, les BRICS, en constatant les inégalités de la création des richesses et la prédominance au monde, ont commencé à dénoncer cela. Comment cela? Par la veille de l'information ou l'intelligence économique stratégique. Donc, mais maintenant, le BRIC a dénoncé aussi la bipolarité des équilibres économiques et politiques au monde. D'abord, quand on a parlé des pays des G7, des pays tellement développés, on tenait compte des pays qui avaient la capacité de subvenir aux besoins primaires. Donc là, nous entrons dans l'aspect du développement, le développement durable, c'est-à-dire des pays qui n'étaient pas confrontés aux problèmes de santé primaire, aux problèmes de l'éducation, des transports, tout consort. Or, les pays des BRICS, du moment où les G7 fonctionnent déjà, avaient ces problèmes-là. C'est pourquoi on les a catégorisés comme les pays tiers comme ça. Mais avec l'évolution du temps, quand ces pays-là ont compris et ont commencé à développer, à faire évoluer leur système éducatif, de santé, de transport et même l'économie, ils sont devenus des pays émergents. Ils sont devenus des pays émergents. Alors, leur dénonciation sur la bipolarité des équilibres économiques a créé le bloc BRIC, qui était tout au départ simplement des conférences diplomatiques qu'ils faisaient. Ils donnaient d'abord, auparavant c'était des conférences. Maintenant de contrebalancer justement le Bien sûr. G7. C'est parce qu'ils sont devenus, ils ont commencé plutôt à faire des conférences et après des conférences diplomatiques, chaque année ils devaient se réunir et ça donnait le caractère d'un sommet. Désormais, chaque année, ils ont un sommet où ils tiennent quelque part pour évaluer leur entente d'abord au niveau interne et puis mettre en place des stratégies, des objectifs pour contrecarrer ces déséquilibres économiques sur le plan mondial créés intentionnellement par les pays des G7. Alors maintenant... C'est alors qu'en 2001 est né BRICS? Oui, en 2001, mais bien avant ça, ils se réunissaient, comme je l'ai dit, en conférence diplomatique. Et en 2001, le BRICS est né. Et là aussi, ils sont aussi bien organisés et bien structurés. Et si vous regardez, avant que l'Afrique du Sud ne s'ajoute comme le 5e pays, les 4 pays là du BRICS, qui est là, le Brésil, la Russie, l'Inde et quoi, ce sont des pays qui sont avancés sur le plan du transport, sur le plan éducationnel. Donc les besoins primaires de la population ont été déjà réglés. Oui. Néanmoins, il y a certains pays à l'interne, comme l'Inde, qui est encore confrontée au problème de l'agriculture et tout consort, bien qu'ils soient en train de développer ça. Mais ils ont déjà résolu ce qui était... Mais il y a un certain antagonisme entre l'Inde et la Chine. Oui, l'antagonisme... Au sein même du BRICS. Effectivement, l'antagonisme persiste. Pourquoi? Parce que chaque pays tire sa puissance, son influence dans son appartenance dans le Conseil de sécurité. La Chine a un droit de veto. Et par contre, pas l'Inde. Et l'Inde doit courir pour... Et qu'est-ce qu'il faut avoir pour avoir ce droit de veto? C'est l'influence sur le plan économique. Si vous avez une influence sur le plan économique, avec l'apport, on regarde aussi la taille des investissements dans les pays tiers. La Chine avait déjà une longueur d'avance par rapport à l'Inde, mais l'Inde maintenant s'est rattrapée en tenant compte des relations privilégiées, historiques qui existent entre l'Inde et l'Afrique. Et c'est comme ça que l'Inde vient avec beaucoup d'investisseurs en Afrique pour obtenir l'approbation ou l'estime des dirigeants africains. C'est une guerre d'intérêt entre les nations. C'est une guerre d'intérêt, mais c'est une guerre aussi de leadership à l'interne. Entre les pays BRICS, il y a aussi une guerre de leadership. Mais ce qui est vrai, la Chine est au top parce que la Chine aujourd'hui est considérée comme la puissance économique qui dépasse même beaucoup de pays du G7. Mais bien qu'on ne veut même pas le reconnaître, mais il faut savoir que la Chine est au top. Et la Chine a une influence dans le BRICS. Chine, pays développé ou Chine, pays émergent? Chine est pays développé. Selon vous? Oui, Chine c'est un pays développé. Pourquoi? La Chine a un système d'éducation aujourd'hui avec les savoirs, avec les 3 savoirs que ces systèmes-là englobent. Il y a le savoir de transmission, il y a le savoir de production, il y a aussi le savoir de valorisation qui fait le relais entre la formation et les milieux professionnels, au point où aujourd'hui la Chine peut transposer son influence à n'importe quel coin du monde à cause de ce savoir. Mais c'est quoi le savoir de production?
la Chine a mis un système d'éducation où tout est fabriqué sur place et exporté ailleurs. C'est ça qui fait la force d'un pays développé, autant que les autres pays comme la France, les États-Unis, l'Allemagne, ainsi de suite. La Chine a un système de transmettre l'éducation, même à distance, au même titre que les pays de G7. La Chine a un système de transport, un système de santé, au même titre que les pays de G7. Professeur Jean-Robert, je comprends, vous parlez des pays du BRICS, n'est-ce pas, qui sont au départ d'abord 5. Vous avez parlé du Brésil, de la Russie, de l'Inde. Et de l'Afrique du Sud. De la Chine et de l'Afrique du Sud. Il y a d'autres pays qui veulent s'ajouter. Lors du 15e sommet, il y a eu l'Éthiopie qui a manifesté l'intention de rejoindre les groupes. Il y a les Émirats arabes unis et il y a d'autres pays. Et déjà dès janvier 2024, ces pays seront acceptés ou vont adhérer aux BRICS. Quels sont les objectifs poursuivis justement par les BRICS? Effectivement, il y a un problème qu'il faut revenir dans la mondialisation. Les pays de G7 ou les pays qui font l'autre bloc qu'on est en train maintenant de combattre par les BRICS, dans ces systèmes-là, le problème des crédits qu'on donnait aux pays tiers posait trop de problèmes. Je me souviens à un sommet à Dakar, il y a un dirigeant... Au Sénégal? Au Sénégal, oui. Il y a un dirigeant qui a soulevé cette inquiétude. Il dit, mais écoutez, quand nous venons aux institutions de Bretton Woods pour pouvoir obtenir des lignes de crédit, ça prend trop de temps simplement pour la négociation. Et les intérêts sont tellement élevés, à tel point que ça nous ruine, où nous ne savons plus appliquer nos propres programmes. N'oubliez pas que la Banque mondiale et le FMI avaient des tâches et toute la mission est orientée vers les questions économiques et politiques. Et maintenant, au sein du BRIC, on allège maintenant les conditions d'obtenir les crédits. Et on aide même le transfert de la technologie, ce qui posait jadis un problème pour les pays des G7. Vous voyez, ils viennent en aide avec tout consort, mais difficilement transmettre la technologie ou transférer la technologie. C'est ça qui fait la différence avec le BRIC. Et s'il y a un grand engouement aujourd'hui, c'est compte tenu de ces éléments-là. Vous voyez, il y a d'abord les lignes de crédit. L'accès au crédit. L'accès au crédit, le transfert à la technologie et même aussi dénoncer ce déséquilibre économique. Je prends l'exemple, l'Égypte a un niveau de vie très élevé. Vous pouvez prendre l'exemple des Émirats arabes unis, oui. Oui, ils ont un niveau de vie très élevé. Qu'est-ce qu'on a à voir avec certains pays de l'Europe ici? Rien du tout. Mais pourquoi ils sont marginalisés? La République démocratique du Congo a été représentée à ce 15e sommet du BRICS par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge. Je voudrais savoir, est-ce que la RDC, notre pays, est-ce qu'elle est prête à entrer dans les BRICS? Avant qu'on passe là-bas, il y a quelque chose de très important. Allez-y, allez-y. Du côté du G7 avec les institutions de Bretton Woods, il n'y a pas que du mal. Ils ont eu aussi des points, des choses positives qui défendaient. C'était quoi? Le blanchissement des capitaux et le financement des terroristes. Ça, c'est la lutte. Ils sont en train de lutter contre ça. Exactement. Et pourtant, dans les pays qui veulent venir maintenant s'adhérer aux BRICS ou qui n'étaient pas autorisés d'entrer dans les G7, il y a ce problème qui se pose. Blanchissement des capitaux. Dans les BRICS, il n'y a pas de conditionnalité si vous voulez adhérer, tout comme au sein du FMI et de la Banque mondiale. Il y a aussi des conditions. Mais pas trop rigides. Pas trop rigides, mais d'abord, la plupart des pays qui sollicitent pour entrer dans le BRICS, ce sont des pays... Notamment l'Iran. Ils ont un niveau déjà de technologie, de savoir technologique très avancé. À tel point qu'ils peuvent échanger ça avec tant d'autres pays aussi. Tous les pays dont vous citez ici, ils ont un niveau. Chaque pays a une particularité qui fait que c'est déjà une force pour ces pays-là. Et moi, je peux vous dire, parce que là-dedans, il y a un problème de sécurité qui se pose aussi. Donc, la sécurité, c'est vraiment le facteur primordial pour l'émergence d'une économie. Vous ne pouvez pas vous développer, vous ne pouvez pas avancer votre économie en dehors de l'aspect sécurité. C'est impossible. Alors, maintenant, quand vous constatez tous les pays qui viennent pour s'adhérer au BRICS, ils ont un pas, soit à contrôler leurs frontières, soit à transférer les technologies vers ceux qui en ont besoin. Mais maintenant, parler si la RDC est prête ou pas, en tout cas, ça c'est un avis personnel. Nous avons encore un long chemin à faire.
C'est votre point de vue. C'est mon point de vue à moi. Parce que vous avez parlé des pays membres du BRICS qui étaient taxés des pays moins développés. Pourquoi j'ai dit ça? Pendant que Écoutez, pourquoi j'ai dit ça? Ils ont fait un effort Bien sûr. pour répondre aux besoins primaires Je voudrais y arriver. Et aujourd'hui, ce sont des pays émergents. Je voudrais y arriver. J'ai dit que c'est mon point de vue. Pourquoi? Parce qu'il y a deux problèmes majeurs que moi je constate que la RDC n'est pas encore prête. C'est le problème de l'intelligence économique stratégique et le patriotisme économique. Ah, ça, c'est une autre question. Intelligence économique stratégique. Ça veut dire quoi? L'intelligence économique stratégique, c'est un mécanisme ou une approche ou un guide pour les privés ou pour les publics pour l'orientation d'une pensée vers l'action stratégique. Mais qu'est-ce qu'on parle de la stratégie? Ah, c'est trop scientifique. C'est trop scientifique, mais c'est bien. Des termes très simples voilà. pour que ceux-là qui nous suivent comprennent. Il y a ceci. Prenez même un exemple, très... Je voudrais combiner ça avec le patriotisme économique pour comprendre l'intelligence économique stratégique. L'intelligence économique stratégique vous permet aussi d'accélérer votre diplomatie. Vous comprenez? Vous devez connaître la géopolitique, c'est-à-dire connaître votre géographie avec tout ce qui se trouve là-dedans, pour ne pas donner l'occasion aux autres de venir avec leurs capitaux. Vous voulez parler des ressources naturelles? Les ressources naturelles font partie de tout cela. Mais connaître la géographie, c'est un grand pas dans la géostratégie. Ça fait partie de la géostratégie, ça fait partie de la géoéconomie. Je m'excuse, là c'est encore scientifique. Allez-y. Ça fait partie de la géoéconomie. Comprendre avec les exemples à l'appui. Oui. Ça fait partie de la géopolitique, ça fait partie de la géostratégie, géoéconomique et même de la géoco-influence. Mais c'est quoi la géopolitique? La géopolitique n'est rien autre que l'étude géographique d'un espace lié à la politique. On doit connaître vos frontières, on doit connaître ce qui se trouve dans votre sous-sol, on doit connaître vos provinces avec toutes leurs particularités. Parce que j'ai dit que la mondialisation tenait compte de l'étude de culture d'un espace. Avant qu'ils viennent chez vous, ils ont a priori déjà étudier votre culture. Mais maintenant, la géostratégie, c'est quoi? La géostratégie aussi, c'est ce qui est lié à la sécurité. Il y a l'aspect sécurité. Professeur, mais maintenant, pour la... Professeur, mais j'arrive parce que je voudrais vous arrêter parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression que vous pensez que vous êtes dans un auditoire ici avec des étudiants et tout. Vous parlez de l'intelligence économique. Vous avez dit qu'il faut avoir la maîtrise de la géopolitique, l'environnement, de la géographie, tout. Mais alors, dites-moi, vous êtes en RDC, et la RDC est considérée comme étant un scandale géologique, de par ses ressources du sol et du sous-sol. Et en termes d'intelligence économique, qu'est-ce que les dirigeants devraient faire pour être dans ces concerts des nations? Parce que la mondialisation, c'est un train dans lequel nous devons être embarqués tous, qu'on le veuille ou pas. Oui, c'est très simple. C'est-à-dire, en dehors de tous les accords où un pays peut adhérer, il y a aussi des lois des pays qui restituent la souveraineté d'une nation. Et ça se passe partout, que ce soit en France, en Belgique, en Allemagne, partout. Donc, il y a des domaines ou des secteurs qui relèvent de la souveraineté d'une nation, que vous ne devez pas ouvrir aux capitaux étrangers. C'est par exemple quel secteur? Moi, il y en a beaucoup. Je prends par exemple, dans mon secteur. Les assurances. Des assurances, par exemple. Les assurances. Oui. Dans le secteur des assurances, je sais qu'on a ouvert le marché à tout le monde. La libéralisation du marché. Oui, mais il y a des secteurs d'exclusivité qui reviennent à la nation. Vous ne pouvez pas ouvrir ça n'importe quoi. Pourquoi? Parce que ça relève de l'intérêt national. C'est quel secteur? Parce que les assurances sont déjà ouvertes, le secteur de l'énergie est déjà libéralisé. Vous ne pouvez pas, secteur qu'on ne peut pas ouvrir? Si vous voulez avoir la contribution de l'assurance au trésor public, mais il faut réserver certains secteurs comme par exemple des mines, d'énergie. Avec les minéraux stratégiques, par exemple. Non, c'est-à-dire qu'il y a des mines qui ne peuvent pas être assurées par les étrangers parce que l'État a un intérêt général de tirer de profit de la contribution de l'assurance au trésor public pour ses dépenses et ses besoins. C'est un exemple que je prends. Je prends un autre exemple. L'exploitation de l'uranium, c'est ça, par exemple? Ça, on ne peut même pas ouvrir ça à n'importe qui. Ça relève de la souveraineté de la nation. La RDC peut traiter l'uranium, vendre ça à qui elle veut, souverainement,
Évidemment, sans pour autant blesser les autres. Parce que, vous voyez ce que vous avez oublié. Dans l'intelligence économique que je voudrais expliquer, j'ai dit que l'intelligence économique vous permet d'obtenir ce qui longtemps vous étiez dépendant, sans l'apport de ceux-là, mais sans froisser les relations avec les autres. C'est dans l'intelligence de patriotisme économique en même temps. Il faut cela absolument. Le patriotisme vient jouer là-bas. Pourquoi? Parce qu'il est différent d'abord du protectionnisme xénophobique, mais en mettre en place les secteurs qui relèvent plutôt de la souveraineté de la nation. En d'autres termes, si vous voulez investir dans le secteur des mines ou dans le secteur de la technologie, n'importe quelle technologie qui soit liée à l'armée ou je ne sais pas, à la production de n'importe quoi, il y a des aspects que vous ne devez pas ouvrir. On ne doit pas céder, par exemple, non, vous ne pouvez pas céder ça. Des investisseurs étrangers. Vous ne pouvez pas céder ça. Je prends un exemple. Si vous voulez avoir une sécurité bien garantie, mais vous ne pouvez pas confier à un investisseur étranger les ports ou les frontières. Vous comprenez? Mais vous ne savez pas parce que ça devient sa propriété privée. Vous n'aurez pas accès là-bas et il peut faire entrer n'importe quoi là-bas. Par conséquent, c'est un secteur qui ne peut pas être offert. Et ça relève de la stratégie souveraine d'un pays. Ça relève de la stratégie, de l'intelligence économique stratégique et du patriotisme économique. C'est-à-dire, vous choisissez les secteurs qui sont de l'intérêt général. Et avec cela, il ne faut pas partager ça avec qui que ce soit. L'Allemagne l'a fait, le Japon l'a fait, les États-Unis l'ont fait, même la France l'a fait aussi. Il y a plusieurs pays qui ont fait ça. Ils n'ouvrent pas ça à l'étranger. Mais la mondialisation, comme je l'ai dit là, a des conséquences. Il y a certains pays qui sont allés, parce que, bon, maintenant on a signé des accords, nous allons ouvrir le marché, mais il y a des conséquences fâcheuses sur l'économie du pays. Par conséquent, les plus forts qui viennent, ils vont vous malmener, parce que c'est un problème de compétition et de concurrence. Ils viennent avec des capitaux énormes, et dans la plupart, ce sont des multinationales. Et comme vous le savez, une multinationale, c'est une entreprise et qui a des chiffres d'affaires qui dépassent même certains budgets de certains pays. Ça, c'est une multinationale. Quand elle vient, elle est à même d'acheter n'importe quel coin. Et d'ailleurs, il y a même des thèses qui disent qu'il faut utiliser la culture pour avoir l'approbation des dirigeants de ces pays-là. Avec quoi? Avec de l'argent. Alors, ceux qui viennent avec des capitaux énormes, qui peuvent développer n'importe quelle technologie, vous allez les concurrencer en quoi? Voilà, BRICS, vous avez expliqué un peu les BRICS, les enjeux qu'il y a autour du BRICS. Aujourd'hui, c'est l'engouement de pays non seulement africains, et même de pays européens, et même asiatiques, à adhérer au BRICS. Vous savez, avec en tête le pays comme la Chine, la Russie, le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud, et bientôt ce sera l'Éthiopie, l'Égypte, les Émirats arabes unis, et j'apprends qu'il y a une 60aine de pays qui veulent adhérer au BRICS. Il y a une banque qui a été lancée, n'est-ce pas? Oui, la banque de BRICS qui existe. La banque de BRICS qui existe déjà. Qui existe déjà à Shanghai. Et dont le siège se trouve à Shanghai. À Shanghai, Et concurremment, il y a la Banque mondiale aussi. Évidemment, mais c'est ça effectivement qui viennent pour un peu équilibrer les choses. Vous avez la Banque mondiale et les FMI qui jadis menaient la barque. Maintenant, le BRICS avec des banques comme Exim Bank, Import-Export, ce sont des banques qui financent partout. Et d'ailleurs, je vous informe qu'il n'y a aucun coin de cette planète Terre que la Chine est incapable d'acheter une entreprise ou je ne sais pas quoi, ou de financer. Donc la Chine est partout. La Chine est partout. Alors maintenant, vous voyez l'apport de la Chine dans le BRICS. Et d'ailleurs, en ce que je sache, c'est la Chine qui mène même la présidente du conseil d'administration de cette banque. Parce que la Russie, elle est en tête du conseil des gouverneurs. Vous comprenez? Et les autres pays se partagent maintenant. Et j'apprends qu'il y a des capitaux terribles, plus de 200 milliards de dollars américains. Absolument. Parce que bien avant d'abord, la Chine avait vraiment développé son économie en ayant des réserves énormes capables de pouvoir concurrencer même les pays des G7. Et c'est la raison pour laquelle même que la Chine est beaucoup plus respectée. Moi, je vous ai dit ici qu'ils ont joué sur l'intelligence économique stratégique. Parce que cela n'est pas seulement pour contrecarrer, mais aussi pour préserver les relations. Parce que dans l'intelligence économique stratégique, vous accélérez non seulement la diplomatie, mais aussi préserver les relations. Et d'ailleurs, vous le constatez comment ils ont fait. Avec l'intelligence économique, ils ont eu l'engouement de tous les pays, mais ils préservent aussi des relations.
parmi ces pays qui viennent, il y en a qui se trouvent du côté de Commonwealth, vous comprenez? En d'autres termes, les relations ne sont pas brisées avec les pays des G7 qui se trouvent dans le Commonwealth. Vous comprenez? Par conséquent, il faut se baser sur l'intelligence économique stratégique pour merci pouvoir... beaucoup, Jean-Robert Koumaboueni. Je sais que vous avez beaucoup de matière à nous donner par rapport à l'intelligence économique stratégique, par rapport à l'apport justement aux enjeux autour du BRICS, n'est-ce pas? Peut-être une dernière question. Quelles sont les leçons ou les enseignements à tirer par rapport à cette bipolarisation, n'est-ce pas, de l'économie mondiale? Et d'un côté, les G7, et de l'autre, les BRICS, qui est en train de monter avec beaucoup de vitesse pour renouer avec les équilibres économiques. Quels sont les enseignements à tirer? Tout d'abord, que ce soit les BRICS ou les G7, ils ont tous des objectifs communs, c'est-à-dire partager le monde, avoir une influence sur le monde. Ça, on ne peut pas vraiment le nier. Mais maintenant, du côté de BRICS, parce qu'ils viennent vers les pays du tiers-monde, avant d'y aller, il faudrait se préparer a priori. Parce que les rendez-vous de donner et de recevoir. Bon, oui, les rendez-vous de donner et de recevoir, mais je parle plus sur le transfert des technologies et les savoirs. Parce que la géographie dont nous parlons n'est pas seulement la géographie physique, mais avec le numérique aujourd'hui, on est capable d'entrer dans n'importe quel système par l'Internet, sans qu'ils viennent même dans votre pays. Et quand ils ont votre information, c'est vraiment une façon de vous mener. Alors, ce qu'il faut tirer dans le BRIC, c'est ce que le BRIC nous amène une bouffée d'oxygène en matière de crédit si on veut l'obtenir. Mais avant d'y aller, mettons-nous sûrs que nous avons des gens capables pour la cybercriminalité, parce qu'aujourd'hui tout est numérique. On peut entrer à n'importe quel site, avoir vos informations. Et même vous détruire. Hein? On vous détruit, parce qu'il s'agit de la compétition, la concurrence. Même ces entreprises étrangères qui viennent. Ça, c'est un. De deux, mettez-vous, soyez sûr que sur le plan sécuritaire, vous êtes au top. Et tous ces pays, sur le plan sécuritaire, ont des armées bien formées. C'est bien que notre président est en train de le faire, mais on n'est pas encore arrivé, il faut quelque chose. Et puis, troisième enseignement, c'est le patriotisme économique. Parce qu'il joue grandement à aider les finances publiques. Le patriotisme économique, c'est un enjeu dans le BRICS et dans la mondialisation. Allez même en Afrique du Sud, ici. Il y a certains postes, les étrangers n'ont pas accès à cela. Ici, en Afrique du Sud. C'est ça le patriotisme économique. Ce n'est pas... oui, mais c'est ça le patriotisme. Vous appelez ça patriotisme économique. D'après et selon leurs lois. Ils sont couverts par leurs lois. Dès lors que cela... Vous avez parlé tantôt du protectionnisme. Non, le protectionnisme xénophobique n'a rien à voir avec le patriotisme économique. Le protectionnisme xénophobique a trait à l'autarcie. Fermer les frontières, être entre vous. Vous isoler et tout. Oui. Voilà, Jean-Robert Koumaboueni a beaucoup à dire et à redire. Il ne me reste qu'à vous dire sincèrement merci de votre contribution. Vous avez ouvert un pan du voile sur le BRICS, n'est-ce pas, ces groupes de pays émergents. Au départ, d'abord 5. Il y a le Brésil, il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a l'Afrique du Sud. Il y a 5 pays, donc Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Aujourd'hui, d'autres pays veulent adhérer à ces groupes pour contrebalancer justement le G7, n'est-ce pas, les 7 pays industrialisés du monde. Et voilà, c'est ça, la mondialisation. Et la RDC devrait se préparer davantage pour lever une ou telle autre option par rapport aux BRICS et par rapport à d'autres, aux institutions de Bretton Woods. Merci de nous avoir suivis. Merci à Jean-Robert Koumaboueni, c'est un professeur assez sans. Et on m'a donné le secret dans un auditoire. Merci surtout à vous tous qui nous avez suivis. C'est à moi de vous remercier. Des programmes sur votre télévision. Merci à vous.